Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Un épisode un petit peu particulier puisque c'est le premier de l'année, alors déjà bonne année à toutes et à tous, en vous souhaitant une bien meilleure année que 2021. Elle n'a pas été très heureuse en tant que citoyen du monde et supporter de l'AS Saint-Etienne, donc on vous souhaite au nom de toute l'équipe une très bonne année. Ce soir, un épisode donc un peu particulier puisqu'on est au lendemain d'un match de Coupe de France et on est également avec un invité de marque. Mais tout d'abord avec moi, quelqu'un qui a normalement révisé les actus chaudes et moins chaudes comme un bachelier qui viserait les félicitations du jury. Bonsoir Max. Bonsoir à tous les amis, bonsoir à Bernard et puis une excellente année à tout le monde, meilleurs vœux et on espère vivre une meilleure année 2022 que 2021. Ça c'est sûr. Et puis avec nous également un journaliste que certains surnomment le Dr Love, journaliste référent stéphanois pour l'équipe, créateur de punchline officiel pour la chaîne L'équipe. Je vais donc l'introduire comme il aime à le faire avec une citation de Boris Vian. Je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots et si justement les mots étaient faits pour ça. Bonsoir Bernard. Salut à tous, salut à toutes, bonne année, bonne santé comme on dit dans le Forez et puis bravo pour la citation Boris Vian. Référence classe top, rien à dire. Eh ben écoute, si tu valides, c'est parfait. Alors le programme de ce soir, les amis, on va débriefer rapidement le match contre Jura Sud. On va pas faire beaucoup de temps dessus parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. On va parler bien sûr du Mercato qui a ouvert ses portes dans pas mal de détails. On va parler de l'avenir du club, une potentielle descente en Ligue 2, mais on n'espère pas. On va parler du rachat du club, on va parler de beaucoup de choses ce soir avec Bernard qui viendra nous apporter son expertise. J'en profite pour vous signaler, là vous le voyez juste en dessous de moi, qu'il y a son dernier livre, Derrière la porte verte, qui est toujours disponible aux éditions Solar, donc n'hésitez pas, ça retrace un petit peu toutes les coulisses du club entre 2000 et 2020. Donc n'hésitez pas. Alors je ne l'ai pas lu personnellement, j'en faisais j'en faisais la confession à Bernard avant le live. Je me suis personnellement penché sur la légende des Verts par ceux qui l'ont écrite, que j'ai entre les mains. Parce que voilà, quand vous êtes amoureux de l'AS Saint-Etienne et que vous êtes comme moi pas né en 1933, vous avez un petit peu l'histoire qui est retracée et c'est toujours agréable. Et en plus c'est un beau bouquin dans une belle édition que je vous recommande. La légende des Verts, par ceux qui l'ont écrite, c'est un livre plutôt historique que j'ai écrit avec la rencontre d'une centaine de personnes qui ont fait l'histoire de l'AS Saint-Etienne, soit des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs. Et derrière la porte verte, c'est un petit peu plus grinçant parce que c'est un bouquin journalistique qui vous fait passer dans la coulisse de l'AS Saint-Etienne aux éditions Solar, qui vous aide un petit peu aussi à comprendre pourquoi le club en est là aujourd'hui. Et il est parvenu à mes oreilles que éventuellement ça c'est 2000-2020 pour Derrière la porte verte et que potentiellement t'en aurais déjà un nouveau à écrire entre 2020 et 2022. Vous ne trouvez pas qu'il s'est passé encore beaucoup de choses dans cette année? Ça a été agité. Ouais, 2020, 2021, il y a beaucoup de choses à raconter dans la coulisse. Le départ de Claude Puel, et puis il y a plein d'histoires. C'est un éternel recommencement, ce club qui est la Saint-Etienne. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un club vraiment à part. Exactement, et puis justement derrière la porte verte, c'était l'occasion pour nous d'avoir échangé avec Bernard, hein. Donc si jamais il y en a qui s'intéressent, on avait fait une interview d'une petite heure, je crois que c'était en mars si je dis pas de bêtises. Ouais, au moment de la sortie du livre. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est disponible sur YouTube, mais surtout le mieux c'est de lire ce livre parce que franchement c'est un régal. On en avait parlé avec Bernard et c'était un livre génial à lire que je recommande, je pense, à tous les amoureux de ce club. Tout à fait. Et du coup, cet entretien est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Synthé Inside. Messieurs, on va attaquer directement avec le débrief rapidement du match d'hier. Active Synthé Night Club, le débrief. Jingle. Voilà, petit jingle passé. Alors, messieurs, en quelques instants, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du match ? Est-ce que vous avez des choses à en retirer ? C'est le troisième match avec Pascal Duprat à la tête de l'équipe première. Est-ce que vous avez des choses à en retirer ou est-ce que l'adversité était trop faible pour arriver à tirer des conclusions ? Je t'écoute, Bernard.
Ben déjà, la victoire, c'est quand même pas une chose courante à l'AS Saint-Etienne depuis le début de la saison. 21 matchs, c'est seulement la quatrième victoire. Donc ça, c'est plutôt positif. 4 buts inscrits. J'ai bien aimé la joie qui s'est dégagée entre les joueurs au moment de la célébration des buts. On voit qu'il y a une envie de bien faire. Après, pour juger d'un point de niveau technico-tactique des progrès réalisés par la Saint-Etienne, Pascal Duprat, etc., il ne faut pas s'enflammer. Ouais. Effectivement, l'adversité était faible, même si à un moment ils se sont fait peur. Les Stéphanois, ils menaient 2-0. 2-1, il y a eu une occasion juste avant de la part des Jurassiens, mais ils ont su creuser le score et marquer 4 buts dans la saison. C'est pas arrivé non plus souvent, c'était jamais arrivé. Donc voilà, on va retenir le positif, cette qualification pour les huitièmes de finale, engranger un peu de confiance. C'est pas du luxe par les temps qui courent, et donc retenons le résultat et un petit peu je dirais l'esprit un peu positif qui s'est dégagé dans cette rencontre, même si tout n'a pas été positif. Et puis surtout, il y a l'adversité. Hein. Ouais. C'est une équipe de National 2, il ne faut pas l'oublier. De ton côté, Alex, t'arrives à en tirer quelque chose? Alors Alex, je sais pas, mais moi, oui, Max, pardon. T'inquiète, je te fais. Excuse-moi. Non, mais voilà, comme l'a très bien dit Bernard, c'est compliqué de retirer des trucs de genre de match parce que voilà, ça reste une équipe qui joue le maintien en National 2. Je pense que s'il faut voir surtout, c'est que ça va faire du bien au moral, surtout le fait d'avoir marqué 4 buts dans un match. Mais c'est vrai que voilà, de l'analyse technique et tactique sur ce genre de match, c'est très compliqué. C'est toujours des matchs un peu paradoxaux. C'est que si jamais tu perds face à ce genre d'équipe, c'est une sorte d'humiliation que tu vis. Mais si tu gagnes, on te dit que c'est juste normal de gagner face à ce genre d'équipe. Donc moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça va faire du bien au moral des joueurs et que maintenant, c'est surtout en Ligue 1 qu'on va les attendre parce que c'est là qui est le plus important. Exactement. Est-ce que vous arrivez à me dire qui est votre VIP du match, qui est votre top du match? Est-ce que vous pouvez en retirer un de l'équipe? Moi, si j'en avais un retiré, je retirerais Riyad Boudebouz parce que c'était l'élément, le chaînon manquant, un des footballeurs ONI emblématiques de l'époque d'El Mago, le magicien Claude Puel qui arrivait à faire apparaître et disparaître des joueurs. Il a été sur les 3-4 buts. Il a marqué, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué pour la Saint-Etienne. Je crois que de mémoire, c'était le but qu'envoyait les Verts en finale C'était le but au stade contre Rennes, ouais. contre Rennes, donc ça faisait presque un an. C'est un petit peu le symbole, il est sur 3 des 4 buts, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un leader technique, ça apporte une touche de créativité, de capacité de garder un peu le ballon, de distribuer des bons ballons. Et on se dit, voilà, si le salut doit passer par les pieds de quelqu'un, même pour rassurer, vous vous rappelez à l'époque de Cabella, quand on ne savait pas quoi faire du ballon, on donnait le ballon à Cabella. Alors, le problème, Cabella, il ne la rendait pas. Bon, ça, c'était un peu énervant. Mais voilà, il y avait cette maîtrise technique, ce petit plus technique qui fait tant défaut aux Stéphanois. Et puis c'est un joueur d'expérience. Il sait mettre l'équipe dans le bon sens, dans le bon tempo. Donc si j'en retiens un, si je dois en retenir un, je retiendrai Riyad Boudebouz. Bah, d'autant que au moment où Kazri va partir plusieurs semaines pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est sûr que c'est pas mal de pouvoir compter sur Boudebouz qui revient en forme. Le chat a l'air d'accord, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, on va essayer d'être assez réactif avec le chat. Pour l'instant, on débriefe un petit peu le match, mais on prendra vos questions, hein, pour toutes les parties sur le mercato, sur l'avenir du club, sur la vente. Tout ça, on prendra vos questions dans le chat. Et là, pour l'instant, ils sont d'accord, hein. Ils disent top Boudebouz. J'ai vu plusieurs Nordin passer aussi. Toi, Max, tu le retiendrais, Nordin, sur ce match? Bah bon, moi déjà, bien sûr, Boudebouz, voilà, c'est pas moi qui vais en parler parce que tout le monde sait que je suis un grand défenseur de Boudebouz, donc ça me fait plaisir de le voir à ce niveau. Mais Nordin, j'ai beaucoup tapé dessus, mais c'est vrai que depuis quelques matchs, il faut lui reconnaître il s'est apporté. Alors, pas toujours au niveau qu'on aimerait le voir parce qu'on a l'impression qu'il y en a encore un peu sous le pied, ce joueur. Pour moi, c'est l'éternel espoir qui n'y arrivera jamais, mais j'ai l'impression qu'il essaie de nous faire un peu mentir ces derniers matchs. Et tant mieux, parce qu'on le voit un peu plus décisif. Je le trouve plus tranchant match après match. Là où j'ai encore un peu, là, je pense qu'il faut beaucoup de plus qu'il travaille, c'est au niveau du réalisme. C'est-à-dire que le paradoxe que j'ai trouvé moi lors du dernier match, c'est que sur les 3 grosses occasions qu'il a, il arrive à te mettre la plus difficile et les 2 plus simples, il n'y C'est arrive clair. pas. C'est ce que j'allais dire. Ça, Le but qu'il met, il est super difficile à mettre, honnêtement. c'est Et, ça. et derrière, il a un autre face-à-face avec le gardien qui paraît, en tout cas sur le papier,
on n'est pas sur le terrain, hein, bien sûr, mais qui paraît plus simple, et il tire en plein sur le gardien, comme s'il paniquait un petit peu. Mais ouais, c'est ça. Et puis bon, après, moi, je le trouve un peu sur la pente ascendante ces derniers matchs. Donc tant mieux qu'il continue comme ça. Surtout que avec l'absence de Bouanga, on a peu d'options du coup sur les ailes. Donc ça va être un mois de janvier sûrement compliqué sur le plan offensif, sauf recrue s'il y a, mais ça on abordera ça plus tard. Donc ouais, non, Nordin a fait son match et il continue. Donc tant mieux pour lui. Et tu garderais quelqu'un en top? Ah, le top pour moi, Boudbouz c'est aussi? Boudbouz. Ouais. Ouais, c'est même si je suis pas le plus objectif pour en parler, mais comme l'a très bien dit Bernard, il apporte cette patte technique, cette vision du jeu qu'il a. Et là où j'ai apprécié, c'est que j'ai l'impression qu'on le redécouvre un peu plus bas dans le jeu, et il apporte pas mal dans ce milieu de terrain en étant un peu plus bas. C'est aussi un joueur qui s'est très percutant quand il monte, donc c'est voilà, pour moi ça, il fait partie, il amène sa patte tactique à l'équipe, et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là parce qu'on n'y croyait plus. Et je vois peu de gens qui parlent de Mouefek. Là, j'ai Green Prospect qui parle de Emen Mouefek. Bernard, je vais te donner la parole. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, Et je tu vais pourras faire aussi une petite me dire parenthèse un mot sur sur Mouefek. Nordin. Ouais, après, je vous parlerai de Nordin, mais je veux faire juste une petite parenthèse sur Nordin. Dans un monde normal, c'est-à-dire dans un monde où la Saint-Etienne sera en milieu de tableau, Nordin est un joueur de complément. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Mm. Un joueur qui est capable de rentrer, d'apporter, qui a les deux pieds, capable de marquer du pied gauche, capable de marquer du pied droit, mais pas souvent. Et que c'est pas Ouais. normal qu'un joueur comme ça soit titulaire dans un club aussi prestigieux que la Saint-Etienne. Et dans un monde normal, Arnaud Nordin ne partirait pas libre de la Saint-Etienne. Ouais. C'est une des grosses problématiques. Je sais que les dirigeants stéphanois ont dit c'est Mm. formidable, c'est génial. On a 17 joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison, et c'est super. Alors Claude Puel nous expliquait comme ça le club serait neuf avec plein de nouveaux actifs. Enfin, il faudra juste qu'on explique comment c'est possible. Mais Nordin, il faut rappeler quand même qu'il a été formé à la Saint-Etienne, qui va partir, qui peut signer depuis le 1er janvier pour 0 francs, 0 euros et 0 centimes. Et ça, c'est une vraie problématique pour le club. Parce qu'un joueur comme ça, juste pour mémoire, l'année dernière, à la même époque, ils avaient reçu, les Stéphanois, une proposition c'était entre 4,5 millions et 5 millions d'euros. Et là, cette année, il va partir pour 0 euros, 0 centimes. Ouais. Et ça, en termes de gestion, c'est pas acceptable pour un club comme la Saint-Etienne. Un, de le voir titulaire chez les Verts, et deux, de le voir partir gratuitement. On va en parler de la gestion du club, vous inquiétez Ah pas. non, mais voilà, on parle, excusez-moi, et avec tout le respect que j'ai pour le petit Arnaud Nordin, on ne parle que de Nordin. Mais je trouve que c'est un exemple parmi tant d'autres. En termes de gestion, c'est absolument pas normal qu'un joueur comme ça parte gratuitement, quoi. Rapidement, pour terminer sur le match d'hier, on a défini quelques tops. Est-ce que vous avez un flop à définir pour le match d'hier? Un flop sur le match d'hier, c'est dur à trouver. Hein. Si, peut-être. Ouais, Camara que j'ai trouvé un peu en dedans, mais il apporte. On retrouve en fait un peu le profil Camara dans le sens où il a répondu présent physiquement dans le pressing, mais qui a toujours ce petit à côté, c'est-à-dire techniquement, c'est-à-dire qu'à deux trois reprises, on le voit même sur des passes à 3 mètres où est-ce qu'il a du mal à vraiment donner le ballon dans les pieds. Et à un moment donné, je crois que c'est vers la 70e où est-ce qu'il la met en touche alors qu'il voulait la donner à Masson qui était à 3 mètres de lui. Ouais. Mais c'est vraiment pour chipoter parce que sur ce genre de match, c'est dur de trouver vraiment un flop à mon sens. Et toi, Bernard? Pas mieux. Pas mieux? Enfin, Madi Camara, il est moins bon cette année. Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi. Posez-vous la question de savoir ce qui s'est passé à l'intersaison. Vous avez un joueur qui a, sur l'ensemble de la saison dernière, a réalisé des progrès incontestables. C'était peut-être sur tout l'ensemble de la saison le joueur le plus régulier. Vous lui donnez le brassard de capitaine. C'est le nouveau Claude Puel Black des Verts. Bon, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. On est sûr de vendre énormément de maillots grâce à ça. Et puis, vous ne touchez pas à sa situation contractuelle pendant que tous les joueurs qui évoluent à son poste, je pense notamment à Moefek, je pense à Gourna, je pense à Neyou, vous les augmentez et vous lui dites à lui, non seulement il ne partira pas, mais en plus vous ne l'augmentez pas, vous lui donnez le brassard de capitaine, vous le laissez avec un salaire de joueur de complément alors que ça devient un joueur numéro 1. Et il regarde autour de lui les gens qui sont sur le banc, qui sont ses suppléants, je pense notamment à Youssouf, qui gagnent le double. Donc si vous voulez vous mettre un joueur à dos, complètement le démotiver, le sortir du game,
vous y prenez pas autrement. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Camara. Il est peut-être revenu un peu plus dans la normalité de ses performances, mais le cas Mady Camara, comme bien d'autres joueurs, a été extrêmement mal géré. Le Camara, bien sûr, très important. Le chat, oui, elle était facile. Même moi, j'ai posé l'affaire. Ouais, mais Joss aurait osé la faire, du coup je la fais en son hommage. Le chat, il ressortent majoritairement Gabriel Silva en flop. C'est ce que je vois le plus revenir. Crasso également. Et puis derrière, on retrouve quelques évocations de Aouchiche, de Zaidou aussi. Mais ouais, c'est Gabriel Silva qui ressort le plus. Messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là sur le match contre Jura Sud parce que bah, on a la chance d'être avec toi, Bernard, donc on va en profiter pour évoquer des sujets peut-être un peu moins actualité et un peu plus profonds, on va dire. Et on va commencer en parlant directement du mercato. Messieurs, le mercato a ouvert donc il y a quelques jours. Et j'aimerais savoir déjà, selon toi, Bernard, quels sont les postes à cibler en priorité et est-ce que le club a déjà ciblé des postes en priorité? Ah oui, c'est un secret de Polichinelle que le club faire rentrer, alors s'ils y arrivent, quatre joueurs, un défenseur central, un milieu de terrain, un joueur excentré, c'est fait avec Bakary Sako. L'autre côté, il essaie de faire Ferrat, ça m'a l'air d'être un peu compliqué. Un buteur providentiel, ça serait le bienvenu. Et sans doute un latéral droit. Et puis un gardien de but. S'ils peuvent faire venir un latéral gauche, ça serait bien. Deux milieux de joueurs défensifs, un offensif. Faire venir 15 joueurs, ça serait bien, ouais. Je plaisante, bien entendu. Évidemment, on aimerait, mais est-ce que c'est possible? Pas vraiment. Non, mais au moins, non, pour être sérieux 2 secondes, de faire venir 4 joueurs, ouais, il faut faire venir un défenseur central expérimenté. Souvenez-vous ce qui s'était passé l'année dernière avec Papa Boussissé. L'effectif Stéphano a été mal taillé, je veux dire, en termes de hauteur. Il manquait de taille. Donc, sur les duels offensifs, défensifs, Il avait les fait du corners, bien, hein, Cissé. on prenait trop de buts. Ouais, il a fait énormément de bien sur quelques matchs, mais c'est ce qu'on demande à un joueur qui vient que pour 6 mois. Il avait une qualité de relance longue aussi, qui au départ a aidé. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. Anthony Modeste est arrivé aussi pour donner de la taille à cet effectif qui était pas assez athlétique à l'image de Camara et de Neyou. Ça avait vraiment apporté. Donc il faut un joueur à peu près dans ce profil-là. Il faut un gros milieu de terrain. Il faudrait avoir un buteur, ça me paraît indispensable. Il faut aussi un latéral droit qui puisse concurrencer, voire même, et ça serait une bonne chose, remplacer Ivan Masson. Et puis alors je sais que ça va pas vous faire plaisir parce qu'il faut pas toucher à l'icône, mais il faut aussi un gardien expérimenté parce que sinon tu vas pas y arriver. Ah ben oui, parce qu'il y a qu'à Saint-Etienne qui explique qu'on peut refaire des saisons avec une équipe de Gambardella. Ouais. Je m'excuse, jusqu'à preuve du contraire, la Ligue 1, c'est un sport d'adultes qui se joue contre des adultes. On a inventé depuis pendant 2 ans à la Saint-Etienne qu'une équipe de Gambardella pouvait disputer un championnat d'adultes. On a vu le résultat. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant que la Saint-Etienne est dans les 3 derniers du classement parce que tu joues pas avec les mêmes armes, tu joues avec des gamins face à des adultes et ça peut pas le faire. Et je veux dire, le poste de gardien de but, c'est quand même une vue de l'esprit de dire on va débuter la saison dans un club comme la Saint-Etienne en Ligue 1 avec 3 gamins totalement inexpérimentés. Non. Je ne parle même pas de Koulibaly, le gardien, mais entre Bagic, qui tous les matchs qu'il a fait n'ont pas été concluants, et Etienne Green, qui a fait 8 matchs où il a été béni des dieux sur la fin de la saison dernière, mais tu ne peux pas repartir raisonnablement avec 3 gardiens comme ça. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et dans le même temps, on a laissé partir Jessie Moulin. Alors justement, on parle du mercato. On sait que les dirigeants ont prévu de débloquer un petit peu de fonds pour le mercato hivernal, sachant que les précédents mercatos avaient été un petit peu vache maigre. Est-ce qu'on sait à peu près de combien est l'enveloppe, que ce soit en termes de frais de recrutement et aussi de frais salariaux d'enveloppe salariale pour ce mercato? Oui, alors il y a 2 choses, hein, mais quand vous parlez de frais, ça vous parlez d'indemnité de transfert, oui. Ouais, de transfert. Là, il n'y en aura pas. Non pas que la Saint-Etienne n'a pas les moyens, mais il y a des engagements qui visiblement ont été pris auprès de la DNCG, c'est-à-dire qu'on va dégraisser et on ne va pas engrosser la bête. Donc, voir arriver des joueurs à 3, 4, 5 millions d'euros, ça me paraît à peu près impensable, eu égard aux finances exsangues du club, mais aussi aux accords qui ont été passés avec la DNCG. On est plutôt dans la tendance où d'ici au 30 juin, pour avoir un budget d'atterrissage,
on aura vendu pour l'Esperton du côté des dirigeants stéphanois pour à peu près 15-20 millions d'euros. Et en termes de masse salariale débloquée? Et en termes de masse salariale, il y a deux choses. Ils ont un budget à peu près d'un peu plus de 200 000 euros. Donc tu calcules, tu peux faire venir 3 joueurs moyens à 60 000 euros. Maintenant, c'est un système de vase communicant, c'est-à-dire que si tu veux pas plomber ta masse salariale, mercato, je sais que c'est pas très populaire auprès des supporters, mais un mercato, tu le réussis sur deux postes clés, les sorties, les entrées. Je vous donne un exemple tout bête. Tu sors Alexis Sissoko, ton latéral droit, tu le prêtes à Quevilly, Rouen, où tu veux, pour à peu près la même somme, tu fais rentrer milieu gauche Bakary Sako, tu fais une opération qui est nulle en termes salarial. Ouais. C'est ça aussi qui est important. Ouais. C'est d'arriver à sortir tous des joueurs. Parce que rajouter des joueurs pour rajouter des joueurs, un, ça sert à rien, et deux, c'est extrêmement dangereux. Parce que si tu veux monter, parce qu'on en est là à Saint-Etienne, c'est faire une opération commando. Rappelez-vous ce qu'avait fait Jean-Louis Gasset il y a 3 ans. Il était parti avec 14-15 joueurs de haut niveau et 3-4 gamins. Là, tu peux réussir. Parce que tu peux faire passer ton message, et la responsabilisation, elle devient individuelle. Parce que quand tu es 14-15 dans le vestiaire, tu ne peux pas te cacher. Si tu gonfles un effectif, tu passes à 20, 25, 30, déjà pour faire les entraînements, pour concerner tout le monde, c'est extrêmement compliqué. Il y a au moins la moitié des joueurs qui se retrouvent laissés pour compte. Tu pourris l'ambiance dans un vestiaire et tu finis droit dans le mur. Donc la priorité au mercato d'hiver, c'est commencer par sortir 4, 5 joueurs qui ne jouent pas ou qui ne joueront plus. Ça, c'est la première chose à faire. Et après, en parallèle, essayer de faire rentrer des joueurs, pas des Bakary Sako, là c'est un coup de joker. C'est un one-shot, mais faire entrer des joueurs qui t'apportent une véritable plus-value. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans le vestiaire, tu as les autres joueurs qui sont un petit peu à la peine, ils le regardent et disent « Ah ouais, lui c'est le joueur qu'il nous fallait, lui il va nous apporter quelque chose. » Donc tout ça pour vous dire, c'est pas qu'une question d'argent, il faut arrêter avec ça. Les mercatos, ce n'est pas qu'une question d'argent, je vais dire un gros mot, un truc qui ne va pas passer dans le forêt, mais c'est aussi, excusez-moi, une question de compétence. Mais j'ai juste envie de dire amen, hein, moi. Punchline man. Non, mais c'est la vérité, parce que tout le monde te dit. Non, mais attendez, on va être sérieux 2 secondes. Tout le monde te dit, ouais, Saint-Etienne, ils n'ont pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent. Souvenez-vous ce qui s'est passé il y a 3 ans avec Gasset. On a gonflé la masse salariale de 270 000 euros. Et on a fait revenir des Beric, des Mvila, des Ntep. Alors, ça n'a pas été une grande réussite, mais c'est des joueurs de niveau international, des Subotic. On a fait venir des Debuchy. On a dépensé combien d'argent? Posez-vous la question. Il faut qu'à Saint-Etienne, ils réfléchissent un peu les gens. On a dépensé 0 €. Ces joueurs, il n'y en a aucun qui a été acheté. Et on est arrivé à faire venir des joueurs de haut niveau parce que en parallèle, on a fait partir des Florentin Pogba, on a fait partir des Soderlund, on a fait partir des Pogba, je ne sais pas si je l'ai dit, des Dabo, etc., etc. Je veux dire, c'est un moment, on a rééquilibré. C'est une question d'équilibre. Un mercato, c'est quelque chose qui se travaille à l'avance, c'est une question de compétences. Et pour avoir des compétences, il faut avoir des idées. Alors les gens me disent, ouais, on fait venir personne. Mais excusez-moi, si l'année dernière, c'est pour faire venir Red Sauce à 84 000 € brut par mois, qui te sert à rien, qui a fait 3 matchs, si c'est pour faire venir Anthony Modeste à 190 000 € au dernier jour du mercato d'hiver, qui te joue 4 matchs et qui te met pas un but, autant faire venir personne. C'est pas qu'une question d'argent. Il faut que là, les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent ça. C'est aussi une question de compétences et de système D. Alors, si après, ton directeur de la cellule de recrutement, il n'a qu'une idée, c'est de faire venir les anciens Rennais parce qu'il était à Rennes avant, tu fais venir Niagnon, tu te casses les dents sur un Banyang, etc., et tu n'avances pas. Et tu n'arrives à avoir personne. Donc là, j'espère qu'ils ont tiré les leçons des précédents mercatos d'hiver et que là, ils ont ciblé 3-4 postes et avec 2-3 joueurs par poste et qu'ils vont arriver à les faire venir. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu fais venir Niagnon pour que le mec soit opérationnel fin mars, quand tout le monde sera rentré de la CAN, expliquez-moi à quoi ça sert. Justement, tu parles de Niagnon, j'ai vu pas mal de questions revenir sur Joris Niagnon. On en est où de l'homologation de son contrat avec la LFP? On en est où de son état physique? Est-ce que tu as des infos un petit peu à nous? Il y a 3 choses. Niagnon, c'est déjà, il faut le rappeler, c'est un formidable défenseur. Moi, je l'ai vu débuter à Rennes. C'est un joueur vraiment qui peut énormément apporter à la Saint-Etienne. C'est une aubaine de l'avoir. À 2 conditions, encore une fois, je vous parle de compétences. Je sais que c'est un mot honni à Saint-Etienne depuis des années, mais Niagnon, tu le fais venir s'il est dans un état de forme acceptable. C'est-à-dire, si c'est pour avoir le physique de Bernard Lyons, tu ne le fais pas venir à la Saint-Etienne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il faut dire les choses comme elles sont.
Gagnon, si vous l'avez vu, il n'est pas aujourd'hui dans un état de sportif de haut niveau. Après, malheureusement pour lui, il se remet péniblement d'un Covid long. Et que donc, ça va prendre du temps. Mais encore une fois, ça, c'est dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'avant de prendre un an pour un joueur pour faire plaisir aux supporters, tu regardes s'il est opérationnel. Parce que ces joueurs-là, tu les payes quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce n'est pas des fortunes, mais tu les payes. Tu amasses de la masse salariale pour des joueurs qui ne jouent pas. Alors, ça fait plaisir aux gens. Oh, on a un joueur à vous annoncer. Mais si c'est pas qu'il ne soit pas opérationnel, il est là pour remplacer Saïdou Sow et Harold Moukoudi qui sont partis à la CAN et on leur souhaite de rester le plus longtemps possible. Ça veut dire que leur pays feront une très belle CAN. Mais si c'est pour qu'ils soient opérationnels au mois de mars, quand ces deux joueurs-là reviennent, ça n'a aucun intérêt. Tu vas plomber ton vestiaire parce que tu vas rajouter des défenseurs centraux qui ne jouent pas et qui ne sont pas bons. Voilà. Donc je sais que c'était un peu dans les tuyaux des dirigeants actuels de voir si, comme il n'est pas opérationnel, de casser son contrat. À mon avis, à partir du moment où il a signé son contrat, ça va être compliqué. Mais ça, c'est faire un coup pour rien. Moi, j'appelle ça un coup pour rien. Ouais. Et je préfère qu'ils prennent personne plutôt que de prendre un joueur qui n'est pas opérationnel. Ça n'a aucun sens. Voilà. Red Sauce, c'est un joueur formidable. Je me rappelle, il y a quelques années, le Stade de Rennais avait fait une offre à 17-18 millions d'euros. Saint-Etienne en est content parce que l'année dernière, on l'a eu pour 0 €, on l'a en prix. Mais il a joué combien de matchs, Red Sauce? Combien de matchs? 3 matchs? 4 matchs? Donc c'est un superbe joueur qui signe à Saint-Etienne avec une pubalgie. Il ne peut pas jouer. Il ne vaut mieux pas qu'il vienne. Et alors, ouais, vas-y Max. C'est d'autant plus vrai, moi je suis d'accord avec cette l'analyse de Bernard, parce que c'est pas la première fois qu'on se rejoint, mais t'as pas de compétences, mais moi j'irais même plus loin aussi, c'est une question d'idée, c'est que je pense qu'il y a un problème aussi dans la recherche d'idées du profil du joueur, à vouloir le nom clinquant, comme tu l'as dit, pour les supporters, et chercher un nom qui parle à tout le monde, que ce soit du Gnagnon, que ce soit aussi, on a entendu avec Hilton, et on oublie souvent de se poser cette question de la forme physique des joueurs. C'est vrai que Gnagnon, t'as juste à le voir à l'entraînement pour savoir que, quand on l'a vu en photo en décembre, on se doute bien qu'il sera pas apte à jouer tout de suite avant le retour de Sohé Moukoudi. Et ce qui est dommage, parce que comme a dit Bernard, c'est vrai que c'est un joueur qui est fantastique. Gnagnon, quand il était à Rennes, il a fait un début à Séville qui était top. Mais quand tu vois pourquoi il n'est plus à Séville, tu peux aussi te poser des questions tout simplement sur l'intérêt de signer un joueur pareil au salaire que tu vas lui donner. Mais c'est malheureusement un peu les reproches qu'on peut faire au bord de Stéphanois sur plusieurs saisons, quoi. Et justement, Max, parmi les noms qui ont été évoqués ces derniers temps dans la presse, est-ce qu'il y en a certains que tu trouves pertinents et dont tu aurais envie de mettre en avant ce soir? Au poste de défenseur ou un autre? De manière générale, j'ai vu dans le chat que ça parlait un petit peu de Bourki qui a été évoqué aujourd'hui. Ouais, Bourki, Bourki, c'est typiquement le profil de gardien, je pense, qui pourrait plaire à Bernard, parce que ce soit Bourki ou il y a aussi Sergio Rico qui avait été abordé aussi il y a peu dans la presse. C'est des profils de gardiens qui sont expérimentés. Rico, moi, c'est un gardien que j'ai trouvé exceptionnel en Espagne, qui est vraiment d'un top niveau. Bon, là, il a pris 3 ans de vacances dans la capitale, où est-ce qu'il a pu profiter tranquillement. Maintenant, s'il veut rejouer au football et nous remontrer à quel point c'est un grand gardien, au cas où certains le liaient, les portes du Forest, j'espère, lui seront grandes ouvertes. Et Bourki, ça se passe mal pour lui à Dortmund. Donc, apparemment, il n'est plus désiré par le board à Dortmund. Donc, pareil, Bourki, je pense que très peu peuvent tirer sur Bourki. Donc, c'est 2 gardiens, moi, que je prendrais, par exemple, tu vois, pour parler un peu de ce poste. Ouais. Et comme le dit Basu et demi, apparemment, Burki nie la rumeur qu'il enverrait Saint-Etienne. Voilà, pour la petite blague. Non, mais pour être plus sérieux, sur ces 2 gardiens, sur ces 2 noms qui sont évoqués, que ce soit Burki ou Sergio Rico, on est d'accord que les 2 ont un salaire qui, a priori, n'est pas gérable par la Saint-Etienne. Alors comment ce serait envisageable avec des prêts dont le club le club prêteur prendrait en charge une partie du salaire? À partir du moment où tu te lances sur un dossier d'un joueur, il faut étudier la faisabilité, sinon ça sert absolument à rien. Parce que là, les 2 me paraissent être des bonnes pistes, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Alors après, quand je parle de la faisabilité, c'est toi de ta capacité à pouvoir le prendre en charge, c'est-à-dire à le vouloir, l'avoir identifié comme une recrue qui t'apporte quelque chose d'un point de vue sportif, mais aussi est-ce que le montage financier
est abordable et acceptable pour toi. Ensuite, si le joueur veut venir et si le club propriétaire accepte de le prêter. Vous voyez, c'est une réflexion tripartite. Le club Saint-Etienne qui veut le faire venir, le joueur et le club propriétaire. Pour ce qui est de Bourki, j'ai pas assez d'informations là-dessus. Rico, je l'avais sorti samedi dans l'équipe parce que ils ont effectivement les dirigeants stéphanois contactés. Ils ont appelé Leonardo pour voir la faisabilité du prêt. Alors après, vous savez, c'est souvent des prêts secs. Il y a des montages, c'est-à-dire on vous le prend, on vous le met en vitrine, on vous le revalorise. Et quelque part, c'est un coût, donc vous prenez une partie de ce coût, c'est-à-dire de son salaire, à votre charge. Visiblement, le Paris Saint-Germain, c'est un peu le paradoxe de la situation. Ils sont prêteurs, mais ils ne sont pas prêteurs gratuitement. Et que ça coince à ce niveau-là, et ça paraît assez compliqué. Après, il y a une donnée aussi sportive, et ça regarde les dirigeants stéphanois, c'est que tu as besoin de prendre un gardien expérimenté. Alors, il y a deux solutions. Soit tu prends un numéro 1 qui écrase tout, ça veut dire que Green ne jouera plus du tout. Ça veut dire que Magic retournera en réserve. Et tu peux tuer tes deux jeunes, ouais, c'est possible. Enfin, tu peux les tuer. Et puis derrière, il y a excusez-moi de parler grossièrement, mais il y a une opération mercantiliste. Puisque Green, c'est un peu le joueur bankable. Il n'y en a pas beaucoup à Saint-Etienne. Il y a lui, il y a Sceaux et un peu Lucas Gourna le jour où la tête aura un peu dégonflé. C'est pas sûr, mais on peut toujours espérer que ça dégonfle et qu'ils se remettent à jouer au football. Et donc, si tu veux les vendre en fin de saison, tu es obligé de prendre un gardien qui peut t'apporter quelque chose, mais qui ne te les barre pas complètement. Vous voyez, la réflexion, quand je disais la première axe de la réflexion, elle est sportive, avant d'être financière. C'est-à-dire, si tu fais venir Rico, Green ne jouera plus du tout. Ouais. Green, c'est quand même un de tes porte-drapeaux aujourd'hui. C'est une de tes valeurs marchandes potentielles pour la fin de la saison. Est-ce que tu le dévalues en ne le faisant plus jouer du tout ? Est-ce que tu estimes qu'il te faut absolument un gardien du niveau de Bourki ou de Rico pour le faire jouer et sécuriser ta défense? Ça, c'est Pascal Duprat qui répondra. Et vous voyez l'équilibre sur ce poste-là qui est très particulier de gardien de but, parce que sur les autres postes, tu peux faire tourner, mais gardien, ça me semble très compliqué. Justement, tu parles des autres postes. En même temps que Sergio Rico, tu parlais aussi de Colin Dagba, hein, il me semble, dans cet article. Ouais. Colin Dagba, la faisabilité du projet par rapport à Sergio Rico, c'est les mêmes données. C'est Paris veut vendre, mais pas prêter. Non, veut prêter, mais pas prêter gratuitement. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent au Qatar, donc on est généreux, mais pas trop. C'est-à-dire que oui, on veut bien, on a trop de joueurs. Et Dagba, alors là, c'est aussi après le forcing et le travail du joueur et de son agent, c'est de dire de toute façon, jusqu'à la fin de la saison, je jouerai pratiquement pas. Ouais. Très peu au Paris Saint-Germain. Mon intérêt et l'intérêt est de faire comprendre au Paris Saint-Germain, mais ça c'est le boulot de l'agent et l'entourage de Dagba, c'est de dire laissez-moi aller me faire mettre en vitrine pendant 6 mois à l'AS Saint-Etienne. Si ça se trouve, ça va bien se passer pour moi, ça va bien se passer pour Saint-Etienne. Et donc, par ricochet, ça se passera bien aussi pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils auront de leurs jeunes qui sera mis en valeur. Vous voyez, c'est tout un travail. C'est pour ça que je parle de compétences et je parle de faisabilité du dossier. Pas partir sur des dossiers si tu vas perdre ton temps, parce que ça, c'est devenu une grande spécialité à la Saint-Etienne. Rappelez-vous les dernières, ce qui s'était passé avec l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed. Ouais. Oui, mais je veux dire, avec l'épisode Romeyer Téléman. Non, mais c'est des dossiers qui étaient plombés d'entrée parce qu'on n'avait pas identifié les agents, on n'avait pas identifié le montant des commissions, on n'avait pas identifié les circuits de sortie d'un club assez compliqué, mais qui est un grand club, le Zamalek, le grand club égyptien, et on a patouillé pendant 3 semaines pour rien, quoi. Ouais. Pour rien. Donc voilà, il faut y aller, il faut sortir. Et là, je pense qu'un personnage comme Bernard Cayasso, le co-actionnaire majoritaire de la Saint-Etienne, par son entre-gens et par ses relations avec Nasser El Khelaifi, lui, s'il intervient de façon intelligente, il peut débloquer un des deux dossiers de Dagba ou de Rico, voire même les deux. Et tu parlais de Mostafa Mohamed, attaquant. Je vois que dans le chat, ça parle de la situation de Ramirez. Max, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur la situation de Ramirez? J'en profite pour saluer dans le chat aussi Patrick Guillou, qui te salue aussi, Bernard. Et pour saluer Chap aussi.
Et Vous n'avez pour pas saluer connu, Chap, vous étiez- parce qu'on vous est étiez sur pas né. Twitch quand même, et que Chap, peut-être que ça ne parle pas juste aux amoureux du football, mais c'est une des plus grandes têtes de Twitch. On le salue, qui a quitté Solari, qui s'est lancé en indépendant. On te souhaite évidemment bonne chance pour cette nouvelle aventure, et c'est avant tout un grand supporter des Verts, donc salut à toi. Donc oui, la situation de Ramirez, les amis, Max, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, Ramirez, je pense que Bernard pourra nous compléter en tout cas ce qu'on dira, mais de ce qu'on sait, c'est que c'est un joueur déjà, si on analyse froidement les faits, c'est un joueur qu'on recrute aux dernière journée, dernière ligne droite du mercato, qui part donc du championnat uruguayen pour Saint-Étienne. Donc déjà, c'est un très grand changement dans sa vie. C'est un jeune joueur. On a eu l'occasion de le voir lors de la présentation que il avait envie, en tout cas, de percer, parce que forcément, quand à cet âge-là, sachant qu'à l'époque, bah forcément, il avait fini avec les espoirs uruguayens, donc il voulait viser la place dans une équipe uruguayenne A qui est quand même pas mal barrée à son poste, donc il fallait se montrer en Europe. Grosse occasion pour lui. Et en fait, on se rend compte que c'est un joueur. Alors, un coup, on a prétexté les pépins physiques. D'autres fois des choix du coach qui finalement a très très peu joué en 6 mois. Il doit à peine cumuler 90 minutes en tout. Les rares fois où on le voit, beaucoup de gens, en tout cas moi personnellement, je vois un joueur de qualité, en tout cas à ce poste-là. On a envie de le voir plus souvent jouer. Mon impression qu'il y a un truc qui coince. Alors est-ce qu'il s'est mal adapté au vestiaire? Ce sont certaines rumeurs. D'autres nous disent que quand tu as quand même 3 coachs d'affilée, bon, même si Sablé, est-ce qu'on peut vraiment compter un match comme étant un coaching complet? Je ne sais pas, mais en tout cas 2 coachs au moins qui pour l'instant ne font pas confiance. Et puis il y a cette fameuse interview qui a compliqué le dossier, où est-ce que Ramirez a entre guillemets fortement souligné quand même qu'il se sentait mal à Saint-Étienne. Il a fait une Et là on se Lukaku. pose c'est ça, et là, on se pose la question. Et la communication de National, son club, le club de Liverpool, pardon, fait penser qu'il songerait à un retour là-bas. Donc Pour remplacer aujourd'hui, Bergesio, ouais. aujourd'hui, voilà, la rumeur veut que Ramirez veut rentrer là-bas. Donc après, Lyon pourra sûrement nous en dire plus. Bernard pourra nous en dire plus sur ce dossier. Mais c'est vrai que c'est un dossier qui est très compliqué et c'est un effet qui pourrait avoir fait pchit parce qu'il y avait une vraie hype autour de ce joueur, même si peu de gens le connaissaient. Je vais d'une malhonnêteté absolue avec les buteurs sud-américains parce que j'ai un faible pour eux. Alors, pour les plus jeunes, c'est très égay, même s'il est français, mais l'Argentine, les Batistuta, il y a de la qualité folle là-bas. Tous ces joueurs-là qui sont des buteurs extraordinaires de surface, mais justement, ce sont des buteurs de surface. C'est-à-dire qu'ils ont un style de jeu old school qui n'est pas forcément adaptable à tous les systèmes de jeu et qui n'était absolument pas celui de Claude Puel. Alors, c'est que le dernier jour du mercato à l'AS Saint-Étienne, c'est le dernier jour des présidents. Alors, on s'est un peu battu parce que Claude Puel dire je vais mourir seul avec mes idées et sans recrues. Et dirigeant stéphanois et ses présidents dit non, tu vas nous prendre des recrues parce que si jamais tu meurs, on meurt aussi et ça va nous retomber sur la gueule. Donc, en fait, ça a été un truc politique pour faire plaisir aux supporters. Et donc, on a imposé ce brave Ignacio Ramirez, qui est un joueur spécifique, je le rappelle, c'est un buteur, c'est un joueur de surface, sans qu'on l'ait vu jouer, sans qu'on l'ait supervisé. On a vu passer 2-3 cassettes par-ci par-là, on a dit allez, bon, ok. Puis elle a fini par céder. Les présidents ont dit si jamais puis elle se plante, on pourra dire ah ben non, ne dites pas qu'on n'a rien fait parce qu'on lui a quand même pris un buteur qu'il n'a pas fait jouer, etc., etc. Donc en fait, Ignacio Ramirez, pour faire simple, il est venu pour tout, sauf pour de bonnes raisons. Ouais. Après, Alissa, qui connaît bien le dossier, qui intervient dans l'émission régulièrement, nous confirme, ils l'ont recruté à la vidéo en 2-2. Ouais, en 2-2. Ça c'est pas. Quand je vous parle de compétences, là on touche du doigt ce dont je vous parle. Et c'est pas juste une marotte que j'ai. Il y a aussi quand même autre chose, c'est que pour connaître assez bien l'Argentine et l'Uruguay, pour y être allé plusieurs fois et avoir bossé là-bas, quand tu as un joueur de niveau à peu près intéressant de niveau européen, qui a 24 ans, qui est toujours pas parti en Europe, pour donner un ordre d'idée, Fernando Cavenaghi, quand il est arrivé à Bordeaux, il avait à peu près cet âge-là, ça fait déjà 4 ans qu'il joue en Russie. Hein. Ouais. Donc, c'est-à-dire à 18-19 ans, ils sont vendus, ils partent. Les seuls qui restent, c'est des Ignacio Ramirez, excusez-moi pour lui, c'est des Benedetto, qui a signé à Marseille, et là, on a quand même mis 15 millions d'euros dessus. Donc, pour vous dire, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de compétences. Et que bon, pour faire simple, c'est une erreur de casting. Même si je pense
que Claude Puel aurait pu essayer de le faire un peu plus jouer, notamment sur des matchs à domicile. Mais enfin, quand vous êtes Claude Puel et que vous avez flingué Robert Béric, c'est pas pour faire jouer Ramirez. C'est à peu près le même profil. Là, je veux dire, il faut pas prendre les gens pour des cons. Si tu as fait partir Béric, c'est pas pour faire jouer Ramirez. Et voilà, et c'est une erreur de casting. Ouais, parce que c'est le même profil. C'est le même profil. Oui. Non, mais je veux dire, à un moment, Claude Puel, vous le faites pas changer. Hein. El Mago, le magicien, il t'a fait disparaître Béric, c'est pas pour te faire apparaître son sosie sud-américain un an après. Hein. Donc tu savais très bien qu'il allait pas jouer. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis un peu comme vous. Je regrette un peu qu'il n'ait pas eu un petit peu plus de temps de jeu, parce qu'à un moment, vous savez, c'est un cercle vicieux. Je veux dire, quand tu joues pas, tu manques d'automatisme, tu manques de petits quarts de fraction de seconde qui te permet de mettre le pied. J'ai une ou deux images de lui où il était un petit peu court sur les actions, parce qu'il n'était pas dans le rythme. Et après, c'est un cercle vicieux, c'est une spirale négative qui fait que tu t'en sors pas. Et aujourd'hui, clairement, Ignacio Ramirez s'est planté, c'est un échec à Saint-Etienne. Et si Saint-Étienne peut arriver à le sortir, à trouver une porte de sortie pour le renvoyer en Uruguay ou ailleurs, pour dégager la fameuse masse salariale, à mon avis, les dirigeants stéphanois ne vont pas se gêner. Alors, très rapidement, après on va passer au dossier vente du club parce qu'on a déjà fait 40 minutes d'émission sur 1 heure. Donc il va falloir qu'on passe à la suite. Mais juste rapidement, 2 petites questions. Très rapidement, hein, je rappelle que j'ai la petite clochette pour arrêter Bernard s'il est trop long. Zinedine Ferrat, qui est un joueur nîmois pour l'instant, mais il n'a toujours pas repris l'entraînement. Est-ce que tu as un petit peu plus d'informations? Il a été annoncé du côté de plusieurs clubs et notamment de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que tu sais un petit peu où ça en est ce dossier? Ben, ils veulent le faire venir, les Verts, hein, clairement. Hein. Ouais. Après, il faut voir Pascal comment Duprat en a parlé en conférence de presse. Ouais. Je l'avais sorti il y a une dizaine de jours. Ils veulent le faire venir. Le problème, c'est contractuel. Financièrement, tu peux le prendre 60 000 euros brut par mois. Saint-Etienne peut pas assumer son salaire. Le problème, c'est qu'il faut voir dans quelles conditions physiques il est, parce que ça fait 2 mois qu'il joue plus. Ouais. Et que là, tu as besoin de joueurs qui soient opérationnels tout de suite. Deuxièmement, il est libre au 30 juin. Et que quand tu es un joueur qui est libre, tu ne te viens pas en prêt pour 6 mois, parce que si tu te casses la jambe, tu fais quoi derrière? Donc le montage idéal, ça serait qu'il les signe maintenant pour la saison prochaine à Montpellier, puisqu'il a annoncé à Montpellier, et qu'il vienne en prêt 6 mois à Saint-Etienne gratuitement si le président de Nîmes le laisse partir. Il y a aussi une autre possibilité pour lui, c'est partir à l'étranger, notamment à l'Olympiakos Le Pirée. Okay. Je n'ai pas été trop long. C'est parfait. Et juste deuxième petite question, est-ce que tu peux nous dire quelle est selon toi la piste la plus avancée à l'heure actuelle, si tu n'as pas forcément un nom à nous donner, peut-être un poste. Est-ce que tu sais s'il y a un dossier qui est proche d'une conclusion heureuse? Ben justement non, c'est ça qui m'inquiète. Ok. Ah ouais, c'était rapide, ça nous inquiète ça. Ah mais tu voulais qu'il soit concis. Ouais, non mais c'est très bien, c'est très bien. La règle des 3 C en journalisme, court, concis, compréhensible. C'est pas café, clope. Ouais, passons à autre chose. Non. C'est pas les mêmes. Merci. Messieurs, le mercato, c'est le présent et c'est l'avenir à court terme, mais on va aussi parler un petit peu de l'avenir à long terme. Du coup, maintenant, on va parler de la vente, notamment du club, pour les minutes qui nous restent. Alors, la vente du club, première question extrêmement évidente. Ça en est où? J'ai répondu, mais il est faire court, j'ai répondu. Voilà, je pense qu'on est à peu près dans... Ça en est au point mort pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux vendre à Saint-Etienne, si tu es vendeur, c'est tout sauf le moment de le vendre. Ouais. Et si tu es acheteur, c'est tout sauf le moment de l'acheter. Le moment d'acheter, exactement. C'est ce qu'on disait un peu avant l'émission, on en parlait entre nous, c'est que le problème que tu as, c'est que moi, si aujourd'hui, il y a un investisseur qui arrive et qui est prêt à mettre le montant qui est demandé par les dirigeants, je remettrais fortement, personnellement, sa crédibilité en cause. Parce que quand tu es un peu dans le monde des affaires, tu n'achètes pas aujourd'hui un club dans la situation de Saint-Etienne que tu pourras avoir pour la moitié, voire même tu pourras après quasiment, je pense, diviser le prix par 5 ou 10 s'il y a descente. Donc il n'y a aucun intérêt pour aujourd'hui d'acheter le club. Les dirigeants ne veulent pas forcément baisser le prix parce que tu espères toujours ce maintien. Donc ça va être le serpent qui se mord la queue en fait, jusqu'à la fin de saison ou jusqu'à ce que il y ait une certitude, soit un maintien assuré, soit une descente assurée. Là, on aura sûrement une avancée qui se fera, je pense. Donc, selon vous deux qui suivez de près et qui avez un peu plus d'infos que moi, selon vous, il y a très peu de chances qu'il y ait une vente qui soit actée avant la fin de la saison. On aura une vente en connaissant l'issue de la saison, que ce soit une Ligue 2 ou que ce soit un maintien.
Parce que vous, il y a la Ligue 1 ou la Ligue 2. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ah bah, Moi, alors ça c'est encore un autre sujet sur ouais, lequel on Non, viendra non, après, c'est parce le que... sujet. Ah, non, 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 je m'excuse. Non, 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 c'est pas un autre je- sujet, c'est le sujet. Je pense qu'à ouais. un moment, les gens n'ont pas bien conscience à Saint-Etienne de la situation, de ce qui se passe. Je veux dire, c'est un club qui est en danger de mort. On dira, mais non, ils descendront pas. Mais non, ça n'arrive qu'aux autres. Absolument pas. Je me souviens, il y a quelques années, avec Ruffier, Fendounou et plein de joueurs, les Sissoko, Monaco avaient fait un recrutement d'enfer en mercato d'hiver. Jamais ils descendront. Bah si, ils sont descendus. Un club ne mourra pas, ça peut pas mourir. Ah bon? Ah bon? C'est Bastia. pas ce qui est arrivé à Strasbourg, c'est pas ce qui est arrivé à Bastia, c'est pas ce qui est arrivé à Grenoble, c'est pas ce qui est arrivé à beaucoup de clubs. Évidemment. Attention, parce qu'à force de jouer avec le feu, tu peux finir par le mettre à la maison verte. Et puis tu dis, mais c'est pas grave, ça brûle dans les bureaux, ça va pas aller plus loin. Et tu fais cramer toute la baraque. Parce que là, le jeu, il est très simple. On a voulu calmer les supporters en le prenant pour des cons une fois de plus, en mettant le club en vente le 14 avril. Regardez ce qui s'est passé à Bordeaux. C'est très simple. Bordeaux, Kingstring, des Américains. De toute façon, nous, on arrête, on met la clé sous la porte, on liquide le club. Les Girondins de Bordeaux, pour nous, c'est une succursale. Et puis en plus, c'est outre-Atlantique, c'est pas chez nous, c'est pas sur le sol, on en a rien à foutre. Ils ont monté un dossier. Ils ont fait ce qu'on appelle une fameuse data room, c'est-à-dire ils ont mis tous les dossiers comptables, juridiques, financiers, tac. La vente, elle a été actée en combien de temps? 3 mois. Ça a été réglé en 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait américaine et qu'ils voulaient vraiment vendre. Là, on a agité cette espèce d'épouvantail pour calmer les supporters, qui au final a fait qu'une chose, c'est énerver tout le monde. Et c'est une espèce d'épée de Damoclès qui participe à la déliquescence sportive du club, parce que c'est vendu, c'est pas vendu, ça va se faire, ce machin. Ça agace les supporters, ça inquiète tout le monde. Ça met les joueurs dans une position un peu instable. Les dirigeants, notamment le président exécutif Jean-François Soucas, je suis là, je suis pas là, dans 3 mois je suis pas là, et il se passe rien. Il y a rien qui avance. Parce que la réalité, c'est qu'à la fin de la saison, on a une espèce de mirage de société civile commerciale. Vous savez que la Ligue va vendre une partie de ses droits commerciaux à une société qui va se Ouais. monter. Et là, le président Cayasso se dit, on va faire comme avec les droits télé il y a 3 ans qu'on n'a pas vendu à Pixis, on va se rebecter et on va toucher, alors c'est estimé à 1,2 milliard, 1,5 milliard. Mais one shot, c'est-à-dire tu vas les toucher une fois. C'est pas 1,2 milliard, 1,5 milliard toutes les années. Alors tu divises par 40 clubs, ça fait à peu près, alors après c'est pas exactement pour tous les clubs, mais en gros ça fait 30-40 millions d'euros. C'est qu'en fin de saison, au mieux, Saint-Etienne touchera 40 millions d'euros. Et à ce moment-là, on va dire, ben ouais, on va boucher les trous, on va vendre un ou deux jeunes, on remettra une pièce dans le bastrin qu'on va repartir. Ça Et va ça, juste c'est combler le déficit structurel en soi. Bien Et sûr, mais encore, ça, même c'est pas. jouer avec le feu. Parce que je le répète, ce que je disais tout à l'heure, tu vas te retrouver avec 17 jours en fin de contrat, et non des moindres. Les Colosséviac, les Bouts de Bouze, les Trauco, les Caseries. Ah, ok, tu payeras plus leur salaire, mais tu les vendras pour 0 francs, 0 centimes parce ils partiront libres. Et il va falloir que tu reconstruises une équipe. Donc ça va te coûter énormément cher. C'est pour ça que moi, intellectuellement, je n'étais pas du tout sur la même longueur d'onde de Claude Puel quand il disait le club allait dans le mur. Je dis non, le club est dans le mur, parce qu'aujourd'hui, il est dans le mur. Tu peux te retrouver en Ligue 2 avec plus d'équipe derrière. Et plus rien à vendre parce que tous tes meilleurs joueurs, les Caseries, tout ça, seront libres. Donc c'est extrêmement dangereux. Et là, tu es sûr que tu vas repartir? Vous êtes sûr que vous allez repartir en Ligue 2? J'entends, moi, les supporters qui me disent on va faire comme on a fait. Moi, j'ai connu les 3 dernières descentes de la S Saint-Etienne. Ça a mis 3 ans à chaque fois à remonter. Vous parlez tout à l'heure de Patrick Guillou. Posez-lui la question de savoir comment ça s'est passé, comment ça a été extrêmement terrible. J'ai connu des soirs contre 3 où le club il a failli descendre en national, des matchs à Lille où le club n'est pas descendu grâce à Réginald Drey qui avait marqué pour Le Mans, etc. Vous n'êtes pas né, mais moi j'ai connu tout ça. D'autant plus que si C'est-à-dire on que tu descend descends en Ligue 2, tu repars et tu vas être peinard. Attention. d'autant Là, plus tu que peux si on gagner. descend en Ligue 2, Bernard, il y a aussi le fait que la Ligue 1 va passer de 20 à 18 clubs et que donc la remontée, au-delà du fait que c'est déjà difficile de remonter, là ça le sera encore plus. Ouais, mais moi je suis pas sûr que vous repartiez Mais- en Ligue 2 hein, à Saint-Etienne. Mais, Je vous le dis mais moi, franchement, hein. Je suis pas sûr que si le club descend en Ligue 2, il reparte en Ligue 2. Ouais. Je suis pas sûr du tout. Moi, je pense que le club, il peut se retrouver en liquidation judiciaire et tu peux te retrouver dans une exactement. panade financière terrible et que le club peut repartir en CFA2. Ce n'est jamais arrivé. Regardez ce qui s'est passé à Strasbourg. Ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Ah ouais, c'est impossible? Ah ouais? Les Alsaciens Strasbourg, n'accepteront jamais? Evian, C'est exactement. Mais oui, mais Evian a disparu, mais Evian, Bastia. c'est un club moins historique. Mais Bastia, Strasbourg, qui sont des clubs historiques, qui sont des clubs régionaux, qui étaient soutenus régionalement par un tissu socio-économique fort, par des supporters forts, etc. Regardez ce qui s'est passé. À un moment, quand tu es emporté par la tempête financière, tu peux faire ce que tu veux, tu ne trouveras jamais un entrepreneur qui va venir mettre 20 ou 30 millions d'euros pour boucher le trou, c'est-à-dire pour Mais- réparer les conneries des autres. Parce qu'après, tu repars, il faut en remettre au moins autant
pour repartir et puis il faut en remettre encore autant Ouais. pour reconstruire une équipe. Attention, le vrai danger, il est là. Et moi, ce qui vraiment m'inquiète pour la Saint-Etienne, et ça fait 25 ans que je suis ce club, et c'est la première année où je suis vraiment très inquiet, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'assister à un suicide collectif. Je vous le dis franchement. Et c'est d'autant Tout le plus monde inquiétant. n'est pas inquiet, tout le monde machin, disant non, vous inquiétez pas, on va se maintenir, il n'y a pas de problème et tout. Mais je veux dire, regardez les stats, il y a combien d'équipes sont maintenues après, avec 12 points à la fin des matchs allés. Il faut être un peu sérieux. Tu as gagné 4 matchs sur 21, tu as battu les 2 promus. Clermont, je ne vous rappelle pas l'histoire, c'est ric-rac. 3, c'est parce qu'ils avaient fait venir Olesen, ils avaient fait leur rêve partie avant le match, ils étaient complètement à côté de la plaque, et tu bats de National 2. Tu vas m'expliquer, tu vas rester en Ligue 1? Ouais. Et non, réfléchissez Mais comment on va partir en Ligue Max 2. Je suis pas sûr qu'on va partir en Ligue 2, moi. Du tout, hein. Moi, c'est d'autant plus inquiétant au niveau de la gestion du club, et ça, on l'avait abordé justement avec Bernard la dernière fois, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Saint-Etienne a un déficit structurel qui est important et qu'on n'a jamais vraiment su combler, et qu'en fait, à chaque fois, on va avoir de la vente de joueurs qui va nous tomber un peu du ciel, hein, que ce soit des Cabella, etc. Et du coup, on va vendre du rêve aux supporters en disant, regardez, dans la DNCG, on a un bilan positif, mais t'as un bilan positif uniquement avant les transferts, grâce aux ventes. Donc, et là, c'est un problème, c'est que quand c'est de l'entreprise, hein, de l'entrepreneuriat basique, c'est que quand tu as une entreprise qui est en déficit structurel et que tu ne t'occupes pas de ce déficit structurel, juste du déficit pur, mais il y a un moment donné où tu te fais rattraper. Et là, c'est ce qui est en train, grosso modo, de se rattraper. Et là, je vais demander à Bernard, c'est que, est-ce que, pour toi, il n'y a pas une possibilité que s'il y a des centres qu'il y a et qu'il n'y a personne pour reprendre réellement le club et mettre les mains dans le cambouis, comme tu le dis, est-ce que la DNCG ne peut pas dire tout simplement, mais non, ce sera pas les deux, ce sera la Nationale 2 directement, comme ça s'est passé justement avec d'autres clubs comme Strasbourg, Bastia, etc. Mais moi, c'est exactement ce que je pense, hein. On est d'accord. Si vous voulez le fond de ma pensée, c'est exactement ce que je pense. Parce qu'à force de toujours me raconter l'inverse, toujours me raconter on passe finger in the nose devant la DNCG à l'équilibre, etc. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'avant de recruter à titre onéreux, il se serait, je suis pratiquement certain de ce que je vous dis, j'ai pas l'habitude de raconter des conneries, engagé à vendre pour 20 millions de joueurs au 30 juin. Je vous pose juste la question. Qui tu vas vendre pour 20 millions d'euros à la fin de la saison si tu descends? Tu descends pas. Ouais. Green, bankable, Petit Saut, bankable, et Lucas Borna, s'il a le melon qui dégonfle. Bon. Sur la dernière vidéo Bah, de Romain Molina sur la S Saint-Etienne, il partage le dossier qu'ont mis en place les dirigeants de la S Saint-Etienne avec les valeurs marchandes qu'ils estiment être les bonnes pour certains joueurs. Tu vois du 10 millions pour Harold Moukoudi, tu vois du 20 millions pour Etienne Green. Il y a des chiffres qui font un petit peu peur sur le manque de réalisme des dirigeants. Écoutez, moi, les plaquettes, je les ai lues bien avant, les premières de cet été. Je vais vous faire une confidence, je les ai là. On me les avait transmises. Il y avait la valorisation d'Arnaud Nordin à 14 millions d'euros. Voilà. Alors, quand j'en ai discuté avec les repreneurs, ils me disaient voilà, on a du actif joueur, etc. J'aurais dit écoutez, Arnaud Nordin, il n'a jamais valu 14 millions d'euros. Vous divisez par 3 déjà sa valeur marchande. Et deuxièmement, au 1er janvier, il est libre. Donc c'est un actif virtuel. Mais ça, c'est comme quand vous voulez vendre votre bagnole et je ne veux pas dirigeant Stéphanois, vous voulez vendre votre bagnole et vous voulez vendre votre maison. Tu vas dire, bon, là, attendez, je vais te montrer. Bon, là, il y a un trou au plafond. Derrière, j'ai des termites. Là, non. Tu essaies de montrer le truc en disant, ma bagnole, elle est neuve, elle est nickel, ma femme est magnifique, tout va bien, achetez-moi la baraque. Voilà. Bon, ça, je n'en veux pas trop. C'est après, si tu es acheteur et tu es sérieux, tu fais une expertise, tu vends Datahome et tu expertises tous les comptes. Et là, tu lèves les loups. Bon, voilà, c'est pas une tentative d'escroquerie, c'est juste que bon, bah, tu habilles un peu la mariée, comme on dit. Voilà. Quand je les ai vus, tous ces documents, ça m'a fait un petit peu rigoler. Mais ça prête pas. Après, regardez les actifs joueurs. Aujourd'hui, le portefeuille joueur, il a jamais été aussi pauvre sur ces 10 dernières années. Parce que je me rappelle bien qu'on hurlait quand on avait acheté Cabella, parce que vous venez d'en parler tout à l'heure, mais on l'a acheté 6 millions d'euros, puis on l'a revendu 13 millions et demi. C'est-à-dire sur un joueur de 30 ans, on a fait x2. C'était énorme. Ouais. Oui, puis 13 millions d'euros, enfin 13 millions et demi pour un joueur comme Cabella, je pense que voilà, dans la situation de Saint-Etienne, ça aurait été fou de refuser, même si ça a un crève-cœur quand tu es supporter, mais voilà, faut aussi rester froid et pragmatique. Des fois, c'était une occasion qui se représentera pas.
Alors, par contre, messieurs, on a croqué dans la pomme du désespoir un petit peu là, mais c'est un scénario possible, on est d'accord, c'est un scénario qui est même au-delà d'être possible, qui est probable, mais il y a aussi un autre scénario possible, c'est la reprise du club par un autre investisseur, et dans ce scénario-là, il y a eu pas mal de noms de repreneurs éventuellement qui sont sortis. Est-ce qu'il y en a un qui vous emballe plus que les autres parmi les Terrapins, le milliardaire russe Lomakin, Marc Arian Bueno, Roussier, etc. etc. Parmi tous les noms qui sont sortis, toi, Max, est-ce qu'il y en a un qui t'emballe plus que les autres? Moi, personnellement, Roussier, j'ai eu l'occasion d'en parler dans une précédente émission, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. C'est quelqu'un qui a grosso modo été sur plutôt de l'échec que de la réussite dans ses expériences précédentes. Donc, j'y vais un peu à tâtons, surtout qui est passé par un club que je connais bien pour y avoir grandi, c'était à Nancy. Où est-ce qu'il a pas laissé une très bonne image de lui. Donc, c'est pas un dossier qui me rassure. Moi, j'étais un peu plus emballé, personnellement, par des idées comme 777 Partners ou Monsieur Le Maquin, mais surtout par le dossier Le Maquin. Alors je vais m'expliquer, après Bernard nous donnera son avis. Le Maquin avait ce côté intéressant avec TASI, c'est que c'est un groupe qui est structuré, qui de ce que j'ai compris pour avoir eu des amis qui ont gravité un peu autour de ça, bosse très bien de ce qu'on me dit. C'est une structure qui sait fonctionner. Qui a fait son réseau, notamment au niveau du scouting, du recrutement, de la formation dans d'autres pays un peu moins cotés comme Chypre, etc. Et là, qui cherchait un club phare. C'est-à-dire qu'ils font l'inverse des holdings qu'on voit comme Citigroup, etc. Eux, ils font l'inverse, ils ont fait les petits clubs et maintenant ils cherchaient à prendre un club phare. Saint-Etienne était sur la liste. Apparemment, des dernières nouvelles, il n'y aurait plus actuellement de nouvelles de TSI et des dirigeants, entre les dirigeants stéphanois et TSI. Mais c'était un projet qui m'a emballé déjà parce que il y a des fonds. Là où Marc Arian, par exemple, c'est un peu plus sceptique, c'est que je pense que tu n'investis pas aujourd'hui dans le football pour faire de l'argent. C'est une vieille chimère qu'on nous vend. C'est très dur de faire de l'argent dans le football. Il faut avoir une certaine solidité financière et on te parle en général qu'il faut que la somme que tu vas mettre dans ton club représente entre 10 et 20% de ton patrimoine ou de ton capital que tu as pour t'assurer, pour pouvoir investir, pour pouvoir parer les crises, etc. Un peu comme Ineos ça fait avec Nice, quoi. C'est ce que tu retrouves chez Ineos, c'est ce que tu retrouves chez Monsieur Aulas à Lyon. C'est ce qu'on retrouve aussi avec Monsieur Pinot à Rennes, etc. Dans les gros clubs, en général, tu as du fond et ils sont prêts à parer les risques. C'est ce qu'on n'a pas, par exemple, aujourd'hui à Saint-Etienne avec Monsieur Romeyer et Monsieur Cayazo. Voilà à peu près, moi, mon avis sur les différents dossiers, mais je pense que Bernard pourra nous en dire beaucoup plus. Ouais, je partage assez l'analyse. Après, moi, mon interrogation, parce que je les ai pratiquement tous rencontrés, c'est entre vouloir et pouvoir. C'est-à-dire déjà, est-ce qu'ils veulent vraiment acheter et est-ce qu'ils peuvent vraiment acheter? Mais là, je mets tout le monde dans le même seau. Pas mal discuté avec les représentants russes. Effectivement, ils ont fait un petit réseau, un petit maillage comme la Citigroup Football ou les Red Bull, mais c'est des clubs mineurs. Pavos à Chypre, un club de D2, un club à Riga, c'est pas très structuré. Attends, le club chypriote, c'est pas de là où vient Bakary Sako? Ouais, où il était, ouais. Et puis il y avait Panos qui était parti aussi, le joueur qu'on avait formé à Saint-Etienne, qui est parti jouer là-bas. Et ils ont aussi un deuxième club qui est en D2 chypriote, ils ont un club en D2 russe, etc. Voilà. Après, est-ce qu'ils ont la compétence et le savoir-faire pour gérer un club de la dimension de la Saint-Etienne? Je suis pas sûr. Les capitaux qui sont apparus, puisque Lomakin, qui est en toile de fond de la structure, effectivement, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce que ça passerait au contrôle de Tracfin, le policier financier français? Je suis pas sûr. Surtout les fonds russes. Ouais, je suis pas complètement sûr. J'ai des amis qui bossent à Pavos, qui m'ont expliqué un peu comment ils fonctionnaient. Vous vous amuserez à regarder sur Wikipédia la liste des entraîneurs, des directeurs sportifs, etc. et des joueurs. Ça valse de façon assez incroyable. À peu près tous les 6 mois, ils les virent. Je suis pas sûr qu'ils aient énormément de compétences. Et quant au fond, ils me posent des questions. Après, les Américains, ils attendent donc que la bête soit à terre pour l'achever et la dépecer et racheter les morceaux. Et moi, je vais vous dire un gros mot. Ça va vous faire hurler. Plutôt que des chimères russes ou américaines, moi, je préfère un projet stéphanois, un projet local. Parce qu'au moins, tu sais d'où vient l'argent. Tu sais qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a.
tu sais qu'il y a un peu de compétences. Alors, je sais, c'est un gros mot. On n'a pas le droit de dire ça à Saint-Étienne. On n'a pas le droit de parler de compétences. Et chaque fois, la faute des journalistes, la fiscalité, la faute de la pelouse, c'est jamais la faute de personne. Ouais. Mais moi, je préfère le projet Marc Arian, je vous le dis franchement. Mais alors, moi, c'est là, entre nous, on discute. Moi, je ne milite pas du tout pour Olivier Marc Arian, qui n'est pas mon pote, etc. Mais les sous, on sait d'où ils viennent. Ses compétences, on les connaît. Son attachement au club, sa connaissance du club, sa connaissance du contexte local. Alors, il ne mettra pas 100 millions. Ouais, on mettra peut-être 90. Est-ce qu'il y en a besoin de 150 millions d'euros pour aller acheter Benedetto, comme l'a fait Marseille, pour aller acheter Mitroglou, pour aller chercher Modeste? Moi, je veux bien. Je veux bien. Si les gens m'estiment que la compétence, elle s'évalue à partir de 120, 150 millions d'euros, il n'y a aucun problème. Voilà, je m'incline et je dis bravo, vous savez mieux gérer un club que moi. Moi, je n'ai jamais géré de club, donc voilà. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent. C'est juste une question de traçabilité de l'argent, de volonté, de pouvoir le faire. Voilà. Alors, pour les 2-3 dernières minutes qui nous restent de l'émission, j'ai quelques... Je sens que je ne vous ai pas fait plaisir. Vous vouliez un prince cambodgien. Mais non, mais... Il va y avoir bientôt des nouvelles de votre prince cambodgien. Non. Bernard, l'objectif, c'est pas que tu viennes pour nous faire plaisir. Hein. Non, mais je vous donne mon avis. Moi, je veux dire, moi, demain, vous me dites, voilà, il y a un prince saoudien ou qatarien ou je ne sais pas trop quoi qui vient comme à Newcastle, qui met 500 millions d'euros sur la table et qui ramène les Verts en Ligue des Champions, mais je suis le premier à applaudir les deux. Oui, bien sûr. Je trouve ça du club. C'est génial. Moi, Radcliffe, il a acheté Nice. J'étais fou de rage quand il a acheté Nice. Il pèse 9 milliards. 9 milliards. Bah, et là où McCourt à Marseille, il en pèse 800. Vous vous rendez compte, entre 800 millions et 9 milliards, la différence qu'il y a, j'aurais tant aimé qu'il vienne à Saint-Étienne. Mais il ne viendra pas. Parce qu'il y a des données socio-économiques, géographiques. Parce que tu as la ville et tout qui compte aussi, oui. Et oui, et puis le bassin de population, la situation géographique, etc., etc. Mais c'est ce qu'on oublie un peu aujourd'hui, juste très bref, mais ce qu'on oublie un peu aujourd'hui, ça, c'est qu'aujourd'hui, les personnes n'investissent pas uniquement dans le football pour investir dans un club, ils investissent dans une ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vends les Girondins, quand tu vends le Nice, tu ne vends pas que le club, tu vends la ville qu'il y a autour. Et ça, c'est ce qu'on oublie un peu comme données autour, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de vendre Nice, Bordeaux, même dans Bordeaux en crise, que la ville de Saint-Étienne. C'est malheureux, c'est un constat qui est froid, qui fait pas plaisir aux supporters, mais qui est la vérité aujourd'hui économique, quoi. Comme tu le disais tout à l'heure, Max, on n'investit plus trop dans le foot pour faire de l'argent, mais plus pour des questions de soft power, d'image internationale, etc. Pardon, je vais prendre quelques petites questions du chat pour terminer. Alors, il y a plusieurs fois la question qui est revenue sur est-ce que le projet Socios, c'est quelque chose qui est envisageable ou est-ce que c'est juste une rumeur parmi d'autres mais qui n'a aucune chance de se faire? Est-ce que c'est au moins réalisable? C'est envisageable et je pense que c'est réalisable. Alors, pas à 100%, mais oui, c'est réalisable. Il y a très peu de clubs en France qui sont capables de le faire. À part Lens, Marseille et Saint-Étienne, je ne vois pas. Dans l'interview que j'avais faite avec Olivier Marcarian, il en parlait. Alors, pas faire un club 100% socios, mais je pense que ça pourrait être une solution de le faire. Ça s'est fait à Guingamp. À Guingamp. Différent. À Bastia, ils ont sauvé le club, ils ont remonté le club comme ça. C'est les Corses qui ont acheté leur club et qui ont été socios. Ça suffira pas parce qu'il faudra un peu plus d'argent. Je pense pas que le mouvement social serait capable de mettre 100 millions d'euros sur la table, de réunir 100 millions d'euros. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ça peut renforcer les finances. Ouais, moi je pense que c'est souhaitable et c'est un truc qui serait vivable. Et ça serait génial. Bah, d'ailleurs, je t'ai posé la question à toi, mais j'aurais surtout dû poser la question au chat. On l'a, le peuple vert, il est là, il est avec nous. C'est eux qu'il faut demander s'ils sont prêts à investir. Deuxième question, alors elle revient souvent, donc je me sens obligé de te la poser pour entendre la réponse de ta bouche, même si je sais exactement ce que tu vas me répondre. Un possible retour d'Aubameyang? Voilà, il va pas vouloir répondre. Dans les articles, quand on fera la retranscription, on mettra silence gênant. Et faites-moi revenir Ivan Kurkovic. Bah oui, bien sûr. Non, mais moi je vous réponds des questions sérieuses là, parce que ça a été une blague de Bakary Sako, tout le monde l'a pris au pied de la lettre. C'est comme l'histoire du retour de l'arrivée d'Hinton à Montpellier, de Montpellier à Saint-Étienne. Maintenant un peu sérieux quand même, 2 secondes. Non mais oui, je me permets de la transmettre cette question, mais effectivement il y a aucune chance que ça se fasse. Il faut être réaliste. Allez, dernière question et après on te laisse tranquille. Alissa nous demande qui pour prendre la suite de Pascal Duprat sur le banc stéphanois si maintien il y a, selon toi?
J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Ouais, si Pascal Duprat arrive à maintenir le club en Ligue 1, qui serait pressenti pour prendre la suite, sachant que il n'a un contrat que de 6 mois pour l'instant, et que s'il arrive à se maintenir, on n'est pas à l'abri que Bernard et Roland décident de le prolonger. Alors le chat est en train déjà de spammer Laurent Batles. Mais moi, je pense que si c'est un projet local qui l'emporte et que Laurent Batles n'a pas signé ailleurs, on réparera les conneries qu'on a faites parce que ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais ça, c'est encore un truc de dingue. C'est comme si à l'époque, tu avais Perrin et tu vous mettais Christophe Galtier à coup de pied au cul dehors de l'Etra. Ben, c'est exactement ce que tu as fait. Ça, c'est vraiment fou, mais t'avais Puel et tu mets Batles à coup de pied au cul dehors et il va réussir ailleurs, il est champion de Ligue 2, il te fait monter le club. Je pense que si c'est un projet local, prochain entraîneur de l'AS Saint-Etienne, ça sera Laurent Batles. Mais d'ici là, il aura peut-être signé ailleurs, parce que Batles, c'est un Bordelais de cœur, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer à Bordeaux, et que s'il peut aller à Bordeaux, il signera à Bordeaux. Après, c'est une question de marché, de transfert. Et puis c'est surtout aussi, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin? Si le club est vendu, peut-être que des repreneurs étrangers, si c'est comme on parlait tout à l'heure, notre ami Lomakin, le russe, qui le rachète, je pense pas, mais on ne sait jamais, hein, il fera venir un entraîneur étranger. Oui. Si bien réussi à Saint-Etienne. Ok messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tout le chat bien sûr d'avoir été avec nous ce soir. Merci à notre partenaire Active, la radio des Verts. Merci à Bernard du coup d'avoir été avec nous toute la soirée. Merci beaucoup Max aussi d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette soirée, Bernard? J'aurais dû préparer une citation. Non, mais je veux dire, on va espérer très très fort qu'un miracle se produise et que les Verts restent en Ligue 1 parce que c'est un club vraiment à part. C'est un club de Ligue 1 qui a fait l'histoire du football français. Et on serait tous très tristes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Saint-Etienne, c'est pas le problème. La place de Saint-Etienne est en Ligue 1 et ce club doit rester en Ligue 1. Donc on va croiser les doigts et on va tout faire pour. N'hésitez pas aussi, si vous êtes à Saint-Etienne ou si vous êtes dans la possibilité de le faire, à aller encourager votre équipe au stade. On a besoin des supporters, donc s'il n'y a pas des jauges trop faibles et qu'il y a la place pour tout le monde, allez-y les amis, allez encourager cette équipe. Sans fumigène, ça évitera des sanctions, des suspensions. Sans fumigène, ça évitera des sanctions. On n'en a pas parlé ce soir parce qu'on n'avait pas le temps, mais il faudrait en parler. Des bisous Max, bonne soirée Bernard, bonne soirée le chat, merci d'avoir été avec nous et puis on se retrouve très très vite pour un nouveau Synthé Night Club. Salut tout le monde. Bonne année, bonne santé. Allez, bonne soirée à tous et encore bonne année.